Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Comienzo en español, puesto que, como sabéis, aquí nos reunimos alumnos y profesores, no todo el mundo habla francés, hay algunos alumnos que han comenzado este año a estudiar esta lengua, con lo cual es necesaria la traducción. Va a perder mucho, lo hemos estado comentando ahora mismo en el despacho de Alicia, puesto que no es lo mismo transmitir tus propias experiencias cuando tú cuentas algo a que te lo tengan que traducir. Se pierde un poco de tiempo, se pierde emoción, pero se gana en comprensión, no hay más remedio. Entonces hoy tengo el honor de presentaros a Monsieur Chatenier, Guy Chatenier. Yo podría decir la palabra por fin, porque sabéis que desde el año pasado ansiábamos recibirlo, los alumnos que estáis en segundo. Sabéis que el año pasado, desgraciadamente, pues por motivos de enfermedad, él no pudo venir a nuestro instituto y ya lo teníamos todo preparado, pero gracias a Dios hoy lo tenemos aquí. Nos va a contar un testimonio muy importante. Ya sabéis que él participó en el movimiento de la resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Francia se sufrió la ocupación nazi, la ocupación alemana, y hubo un movimiento de personas francesas que no estaban de acuerdo con la colaboración del gobierno. No hay problema. Con la colaboración, no quiero perder mucho tiempo, por eso termino. Je vais tenir à la main. Lo va a tener en la mano. C'est comme ta poignée de porte. Hubo un movimiento de franceses que no estaban de acuerdo con la colaboración precisamente con los nazis. Y él fue uno de ellos, cuando tenía vuestra edad, cuando era un adolescente. Desgraciadamente lo detuvieron y lo llevaron al campo de concentración de Sachsenhausen, me cuesta trabajo decirlo, alemán. Él nos va a contar hoy su experiencia y yo creo que como esto es algo único en nuestra vida, en la experiencia de las actividades de este instituto, el mejor síntoma, digamos, de nuestro cariño y de nuestro agradecimiento a su visita, veis, con la edad que tiene, con sus problemas de enfermedad, pues la mejor manera de agradecérselo creo que es nuestro silencio y nuestro respeto, ¿vale? Bueno, con vuestro permiso digo unas palabras en francés por respeto a nuestro ponente, que es su lengua, y comenzamos inmediatamente. Bonjour, Messieurs Chatenier, le père et le fils, et bonjour aussi à tous et à toutes, professeurs et élèves de notre lycée Pablo Picasso. Vous êtes présents ici pour cette conférence que je trouve très très importante, unique dans notre lycée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter Monsieur Chatenier, Guy Chatenier. Il est le dernier survivant du camp de concentration de Sachsenhausen, en Allemagne. Il est le grand-père, en plus, de Sarah, qui a été élève de notre lycée, son frère aussi d'ailleurs. Alors, il est ici pour nous parler de son expérience. Et une sœur aussi. Alors, trois. Votre petite fille et deux petits-fils ont été ici dans notre lycée. Et comme vous le savez, il a vécu l'occupation allemande en France. Il a participé à la résistance et malheureusement, il a été arrêté et déporté au camp de concentration allemand de Sachsenhausen. Aujourd'hui, il va nous raconter son expérience. Alors, je vais donc laisser la parole à Monsieur Chatenier. Merci d'être venu. On vous attendait avec impatience. Je vous remercie. Merci, monsieur. Jeunes gens, bonjour. Vous avez devant vous un vieux bonhomme, plus âgé que vos grands-parents, puisque je m'approche de mes 93 ans. Sí, funciona. Bueno, a los jóvenes presentes, un saludo. Se presenta ante vosotros una persona que es mayor seguramente que vuestros abuelos, ya que tiene 93 años. Je viens de Bordeaux pour répondre à l'invitation aimable de votre professeur qui a souhaité qu'une rencontre ait lieu entre vous et un ancien déporté des camps de concentration nazis.
Me presento ante vosotros respondiendo a una amable invitación de profesores vuestros desde Burdeos, que es mi ciudad. Les anciens déportés sont sur le point de disparaître. Vous n'aurez plus l'opportunité de rencontrer un déporté. Los deportados están a punto de desaparecer debido a la edad. Ya no tendrán más ocasión de ver, perdonen la emoción, a deportados. C'est pourquoi je vous demande de vous montrer attentif aux propos qui vont être tenus et je vous invite d'ores et déjà à ne pas hésiter à poser des questions si le temps nous en est laissé. Por ello, os pido por favor la máxima atención y si lo desean, cuando llegue el momento, no duden en hacer preguntas. Est-il nécessaire, Madame la professeure, de vous confirmer et répéter mes remerciements, tant il me paraît important que cette rencontre ait pu enfin avoir lieu. Es el momento de agradecer, señora profesora, este momento que se ha podido por fin celebrar después de los acontecimientos que usted misma ha descrito. Je tiens aussi à remercier ma petite fille Sarah, qui s'est beaucoup impliquée pour que cette rencontre ait lieu et qui aujourd'hui nous gratifie de sa technologie pour la mettre au service de cette réunion. También agradecer a su nieta, Sara, que se implicó en cierta manera en este acontecimiento y hoy además participa en el aspecto tecnológico. J'avais votre âge moyen en 1941, disons 17 ans. Tenía su edad media, en 1941, unos 17 años. En octobre 1941, la guerre durait déjà depuis 1 an et 4 mois. En octubre de 1941 ya llevaba la guerra empezada 1 mes, 1 año y 4 meses. Cette guerre a débuté le 1er septembre 1939 avec l'agression de l'Allemagne sur la Pologne. La guerra empezó el 1 de septiembre de 1939 con la agresión de Alemania en contra de Polonia. Cette guerre, le savez-vous, a duré 6 ans. Esta guerra duró 6 años, ¿lo sabíais? Puisque l'acte de capitulation du Japon s'est situé le 2 septembre 1945, 6 ans et 1 jour. Ya que el acto de capitulación de Japón se sitúa el 2 de septiembre de 1945, es decir, 6 años y 1 día de guerra. Cette guerre a été dévastatrice. Elle a été meurtrière. On dénombrera 65 millions de victimes. Esta guerra ha sido devastadora, demoledora. Se cifra el número de pérdidas en vida en 65 millones. 65 millions, c'est l'équivalent de la population actuelle de la France. Lo que equivale más o menos a la población actual de Francia. Donc, en octobre 1941, l'occupation durait déjà depuis 14 mois. Le peuple français était soumis à cette occupation. Il portait la honte de la défaite et l'humiliation de l'occupation. En octubre 41 ya llevaba 14 meses el pueblo francés sometido, avergonzado de esta ocupación. Tout naturellement, un peuple occupé, un peuple opprimé, tant recherche
à retrouver sa liberté et son indépendance. Lógicamente, un pueblo ocupado, oprimido, busca la forma de recobrar su libertad y su independencia. Mais en France, il faut reconnaître que cette résistance ne s'est développée que tardivement. Hay que reconocer que en Francia esta resistencia se levantó más bien tarde. La raison essentielle, c'est que le pouvoir avait été pris par un maréchal de France, ancien de la guerre 14-18, qui remontait donc simplement à 20 ans. Il s'agissait du maréchal Pétain, qui jouissait d'une grande estime auprès des anciens combattants et du peuple de France. La razón principal es que el poder lo ostentaba el mariscal Pétain, que había sido héroe de la guerra del 14-18, y el pueblo confiaba en su gran mayoría en él. Mais pourtant, ce même maréchal Pétain serra la main de Hitler dès octobre 1940. Et tout aussitôt, il déclara publiquement et répéta « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Ya en octubre del 40, el mariscal Pétain da la mano a Hitler y declara «Deseo la victoria de Alemania». Malgré cela, le peuple français maintint sa confiance à Pétain et n'entra pas dans la résistance, sauf naturellement des exceptions qui se produisirent dès le premier jour. En su conjunto, el pueblo francés no reacciona salvo pocas excepciones, desde el primer día. Pour ma part, à 17 ans, avec les jeunes de mon âge, nous ragions de cette impuissance et nous brûlions de mener une action pour renverser cette situation. Y nosotros, jóvenes de 17 años, estábamos rabiando ante esta situación, impacientes de poder llevar acciones a cabo. Et c'est ainsi qu'en décembre 1941, je n'avais pas encore 18 ans, j'ai rejoint le premier mouvement de résistance qui s'est constitué dans mon département. Es así que en 1945, todavía no tenía 18 años, me uní al primer movimiento de resistencia que se formó en Francia. Il ne comptait qu'un nombre dérisoire de 65 membres. En la provincia solamente contaba con 65 miembros. Nous avons mené les actions que nous pouvions mener les mains nues, sans expérience, avec simplement la rage au cœur. Hemos emprendido acciones las que podíamos llevar adelante sin armas, a mano desnudas, con la rabia en el corazón. Le temps ne nous est pas laissé d'entrer dans les détails. Je dirais simplement que cette action se résumait à 3 axes. D'abord, collecter des armes, des fusils de chasse, des pistolets, ce qui n'était pas une opération facile et exempte de risques. Esta resistencia se articulaba en torno a 3 ejes. El primero era la recolección, reunir armas de caza, pistolas, y eso, claro, conllevaba un gran riesgo. Ensuite, nous avons mené une action de renseignement. Nous observions les mouvements de troupes. Nous dénombrions le nombre de tanks, le nombre de canons planqués sous les places publiques. Ces informations allaient remonter à Londres. Luego realizábamos una labor de información, de espionaje, vamos a decir, observando movimientos de tropas,
haciendo un recuento de tanques, camiones, y esta información se comunicaba a Londres. Bien sûr, ces actions-là ne répondaient pas à ce que nous souhaitions. Comme tous les jeunes, nous étions fougueux, spontanés, engagés. Mais et probablement avons-nous manqué de prudence. Estas acciones no respondían plenamente a lo que deseaban. Ellos eran fogosos, espontáneos y deseosos de entrar en acción, y por ello faltaron de una cierta prudencia. En dernier ressort, nous avons difficilement, mais ça nous apparaissait nécessaire, nous avons édité des tracts contre l'occupant, des tracts dénonçant la politique de collaboration lancée par Pétain, des tracts qui avaient pour but de modifier l'opinion publique. Luego participaron en la difusión de panfletos para denunciar la colaboración del mariscal Pétain, del régimen que él había implantado. Nous n'avions pas conscience du danger qui nous entourait. Il y avait pourtant eu des fusillades, il y a eu les arrestations à Bordeaux, ailleurs, mais nous ne voulions pas voir le danger. No teníamos conciencia del peligro que esto suponía. Ciertamente ya se habían producido fusilamientos, arrestos, pero no veían este peligro en su verdadera dimensión. En juillet 1942, le chef de notre groupe fut arrêté. C'était un militant de gauche, un cheminot, un garçon courageux, un patriote sincère. En 1942 el jefe del grupo es arrestado. Trabajaba en lo que son los ferrocarriles de Francia, un hombre de izquierdas, valiente, sincero. Nous n'y avons pas accordé trop d'importance. Et pourtant, en septembre 1942, autour du 23 septembre 1942, c'est la totalité des membres de notre mouvement qui ont été arrêtés par l'effet d'une collaboration efficace, trop efficace, entre les services de police allemands et les services de police français. En septiembre de 42, el 23, al final fueron todos arrestados, debido a una colaboración entre la policía alemana y la policía francesa. Donc, comme mes camarades, je me suis trouvé d'abord en prison, ensuite dans un camp au nord de Paris, où il y avait déjà 3000 détenus qui attendaient, sans trop savoir quel était le sort qui leur serait réservé. Fue arrestado, llevado a prisión, luego trasladado a un campo cerca de París, donde ya estaban 3000 presos esperando el destino que se les reservaba. Le 23 janvier 1943, un convoi de wagons à bestiaux et de wagons de marchandises s'est constitué à la gare de marchandises de Compiègne, à 60 km de Paris. El 23 de enero se formó un convoy de trenes de ganado, Marchandises et bétail. eso, de ganado, en Compiègne, cerca de París, para el transporte de los presos. Là, ce jour-là, nous nous sommes interrogés sur notre destin, tout en voulant encore être confiants. Este día pues, nos preguntábamos cuál iba a ser nuestro destino, manteniendo aún algo de confianza. Donc, encadrés par les soldats allemands et leurs chiens, nous avons traversé la rue principale de Compiègne, sommes arrivés à la gare de marchandises
et avons vu ces 13 ou 14 wagons, grandes portes ouvertes. On nous y précipita à coups de bottes et à coups de crosses. Vigilados fueron primero atravesando la calle principal de la población de Compiègne, luego llevados a la estación donde les esperaban unos 14 vagones y allí les estuvieron metiendo en estos vagones a patadas. Nous avions observé, avant qu'on nous jette dans les wagons, que les 3 derniers wagons de queue restaient les portes ouvertes. Antes de subirse a los vagones se dieron cuenta que los 3 vagones últimos se mantenían con las puertas abiertas. Nous avons appris après que dans ces 3 wagons furent entassées 230 femmes, toutes des résistantes, des communistes, des socialistes, des chrétiennes, des patriotes. Certaines d'entre elles avaient dans notre convoi un mari, un frère, un fils, un fiancé. Parlons de ces 200. Supimos después que estos vagones con las puertas abiertas fueron utilizados para transportar a 230 mujeres comunistas, socialistas, cristianas, patriotas, que para algunas de ellas también hacían viaje junto con sus padres, hermanos, maridos. Parlons de ces femmes. Elles étaient 230. Contrairement à nous, qui avons été dirigés vers Berlin, puis un camp de concentration à 30 km de Berlin, les femmes ont été dirigées vers le camp Auschwitz. Auschwitz, qui est un camp, comme vous le savez, qui était destiné à l'extermination des Juifs et des Tziganes. Estas mujeres, en contra de lo que les pasó a los hombres, que fueron dirigidos hacia la cercanía de Berlín, ellas fueron a Auschwitz. Seguramente han escuchado hablar de este campo. Elles étaient 230 le 24 janvier 1943. Le 10 mai à Auschwitz, elle n'était plus que 70. Salieron 230 el 24 de enero de 1943 y el 10. Elles furent... Pardon. Repite la última fase. Comment? La llegada a Auschwitz, cuando se produce. En français. Elles étaient 70 au mois d'avril. Y en abril ya solamente quedaban 70. Voilà. Elles furent ensuite transférées au camp de femmes de Ravensbrück, dont nous reparlerons. Et elles sont revenues en France, 48 seulement sur 230. De estas 70 restantes fueron llevadas al campo de Ravensbrück y Nous en parlerons. solamente volveremos a hablar de ello y solamente volvieron 48 de las 230 que habían salido. Pour notre part, nous fûmes entassés dans ces wagons à raison de 100 à 110 par wagon. Dans les wagons, il y avait une mince litière de paille. Au milieu, un bidon de 200 litres dont le couvercle avait été évidé et qui allait servir à tous les usages. Los hacinaron en unos vagones a razón de 110 hombres. Había algo de paja en el suelo y en el medio del vagón un bidón de 200 litros con un hueco hecho en el centro para todos los usos. C'était l'hiver, il faisait froid. Mais dans le wagon, la chaleur humaine réchauffa l'atmosphère, ce qui fut bien accueilli. Era invierno, hacía frío, pero tantas personas juntas producía calor humano que se agradecía. Le wagon, le convoi s'ébranla vers l'Est, vers l'Allemagne.
nous ignorions la destination, nous ignorions tout de notre destin. Se puso en marcha el convoy hacia el este, hacia Alemania, no sabían entonces dónde iban a parar. Nous étions dans l'obscurité. L'air manqua rapidement. Il faisait chaud désormais, trop chaud. L'air devenait irrespirable et la soif nous menaça. Se encontraban en la oscuridad, pronto notaron la falta de aire, mucha calor y una sed tremenda. Cette soif, c'est le supplice des supplices. La sed es el suplicio de los suplicios, Bien pire que la faim. peor que el hambre. Le lendemain, donc nous avions déjà passé une nuit, la faim était telle que des camarades ont frappé sur le wagon et demandé de l'eau, Wasser, water, agua. Empezaba el hambre y la sed, la sed. Ellos pedían, dando golpes a las paredes de los vagones, Wasser, water, agua, en varios idiomas. La réponse vint. Elle vint du quai. Kein Wasser für die Banditen. Pas d'eau pour les bandits. Vino la respuesta, kein Wasser für die Banditen, no agua para los bandidos. Et le convoi continua de s'avancer vers l'est. Très rapidement, la tinette, le bidon se renversa, se déversa du moins. Et sur le sol, ce furent de l'urine et des excréments qui ont restreint la place disponible pour les malheureux. Rápidamente el bidón central se volcó y en el suelo pues había orines, excrementos que reducía el espacio disponible en el vagón. Il y eut des disputes, il y eut de brèves bagarres auxquelles il a été facilement mis fin, mais l'exaspération commençait de gagner les esprits. Hubo disputas, algunas peleas y la exasperación ya iba creciendo en las mentes. La faim empirait. À nouveau, la même demande de l'eau. Cette fois, la réponse fut un coup de feu. La balle traversa le bois du wagon et alla se loger dans l'œil d'un jeune camarade bourguignon qui est mort 2 jours plus tard. Nuevamente, hambre y sed, golpes en las paredes. La respuesta esta vez fue un disparo y la bala fue a parar en el ojo de un joven bourguignon que murió a los 2 días después. Le 25 février, le 25 janvier, au matin, donc 2 jours après notre départ, le train s'immobilisa. Les portes s'ouvrirent brutalement. C'était 9 h du matin. Le soleil nous aveugla puisque nous étions dans l'obscurité depuis 2 jours et 2 nuits. El 25 de enero paró el tren, se abrieron las puertas y la luz les deslumbraba, llevaban ya varios días a oscuras. Au visage haineux, bavant leur haine, nous lançant des insultes. En las afueras no había hombres, estaban en el frente peleando. Mujeres con miradas odiosas. Et avec ces femmes se trouvaient des jeunes gens, les Hitlerjugend, qui étaient sanglés dans leur uniforme kaki et qui nous lardaient de petits coups de poignard au passage. Y junto con estas mujeres, juventudes hitlerianas, con su uniforme marrón,
y al paso tenían unas navajitas y iban pinchando a los presos. Nous sommes enfin arrivés en présence du camp de Sachsenhausen que nous découvrions. Sarah va pouvoir nous passer la porte d'entrée. Llegaron al fin a la entrada del campo de concentración de Sachsenhausen. La porte d'entrée, c'est ça? Les SS qui rentrent, c'est ça? La puerta de entrada. C'est ça? Oui. Sachsenhausen. Une géométrie écrasante. Un triangle de 600 mètres équilatéral de 600 mètres de côté. Une place d'appel en demi-cercle, 200 mètres de diamètre. 64 baraques disposées en éventail. El campo tiene forma de triángulo equilátero con un lado de 600 metros. La plaza donde se hace la llamada tiene una forma de semicírculo y un diámetro de 200 metros y 64 barracones. Nous avions passé une grille monumentale, la porte d'entrée, qui comportait une phrase en allemand de 3 mots que personne ne comprit et que nous comprendrions plus tard. Pasamos por la verja de entrada que tenía una inscripción en alemán que entonces nadie entendió y que iban a comprender más tarde. On nous conduisit dans 2 baraquements et là, sous les cris, plutôt les hurlements, sous les coups, on nous fit mettre nus, totalement nus. Il faisait moins 15 degrés, nous étions encore dehors. Y allí en los barracones fueron hacinados a gritos, a golpes, hacía entonces menos 15 grados. Là, nous avons vu les premiers détenus avec une tenue rayée. Nous ignorions l'existence de cette tenue rayée. C'était Allí vieron los primeros detenidos con sus uniformes a rayas. des détenus allemands avec un triangle vert et non un triangle rouge comme le mien. Eran presos alemanes con un triángulo verde y no rojo como el que llevaba Guichateñe. C'était des brutes, des assassins, des êtres violents qui avaient été extraits des prisons et centrales allemandes par le régime nazi pour mater les déportés dans les camps de concentration. Eran alemanes que habían sido sacados de las cárceles por el régimen de Hitler, personas brutas, asesinas, violentas, para domar a los demás presos. Ce sont ces individus qui nous ont rasés, cheveux, poils, entièrement, qui nous avaient dépouillés de tous nos biens, vêtements, montres, stylos, colliers, qui nous rattachaient encore à la famille, au pays. Nous étions nus, dépossédés de tout. Fueron ellos que se encargaron de afeitarlos de cabello, todo tipo de vello, pelo del cuerpo, les quitaron la ropa, relojes, bolígrafos, cualquier objeto que tuvieran, todo eso fue suprimido. Alors que nous avions le corps quelque peu écorché par la tonte et le rasage, on nous plongea dans une cuve remplie d'un liquide désinfectant rouge qui piquait fortement, qui brûlait fortement. On nous y plongeait la tête. Teniendo el cuerpo algo afectado por este afeitado brutal, ya los sumergieron en una cuba que contenía un líquido rojo agresivo que les quemaba. Il y avait une douche à côté que nous avions hâte de rejoindre. Mais cette douche
étaient sadiquement actionnés alternativement de façon que l'eau soit ou glaciale ou brûlante. Había una ducha al lado que todos estaban deseando alcanzar, pero se encargaron de manipular la ducha de tal forma que el agua salía o helada o hirviendo. On nous jeta alors nos vêtements rayés, une veste, 7 vestes, un pantalon rayé, un bonnet rayé, une fine chemise, un pullover de fibrane, des chaussures en bois et des, comment dirais-je, un carré d'étoffe qui servait de chaussettes. Les echaron entonces el uniforme, una chaqueta a raya, la tenéis aquí a la vista, una muy fina camisa, un pantalón también a raya, unos zapatos de madera y un cuadro de tela que ya verán para qué se iba a utilizar. On nous conduisit toujours sous la trique dans 3 blocs, appelés blocs de quarantaine. Là, nous allions rester 10 jours dans un climat de folie où l'on nous a appris notre métier de concentrationnaire. Bajo la matraca fueron llevados a 3 bloques para una cuarentena que en realidad iba a durar 10 días. Era la formación de entrada, les iban a enseñar lo que era su cometido de detenidos. Et c'est là que nous avons dû coudre sur nos vestes et sur nos pantalons jambières droites les numéros qu'on nous avait déjà jetés sur une toile préimprimée avec le triangle rouge. Où était la veste là? Oui, avec le triangle rouge et le numéro. Y allí pues tuvieron que coser en la chaqueta y en la pierna derecha del pantalón este cacho de tela donde figuraba el triángulo rojo por sus orígenes ideológicos y el número de detenido. Ce numéro n'était pas le 58 067, mais le 58.016. So schnell, aussi vite. El número no era el que podéis ver los que se acerquen más adelante, 58.067, sino el mismo en alemán. Voilà. Ça veut dire que nous avions perdu notre identité. Nous n'étions plus qu'un chiffre. Nous n'étions plus qu'un numéro. Et ce numéro en allemand, il fallait le connaître et le retenir rapidement, sinon les coups s'abattaient sur la tête. Eso suponía la pérdida de identidad. Ya no era más que un número. Y este número había que sabérselo en alemán. Si no, te suponía pues recibir una paliza. Mes camarades étaient absolument hermétiques, imperméables à la langue allemande et n'apprenaient pas, n'arrivaient pas à intégrer ce numéro. Muchos camaradas suyos eran reacios a aprender el alemán y no eran capaces de asimilarlo. Si bien que la solidarité a dû jouer et ceux qui avaient compris leur numéro se mettaient auprès de ceux qui ne comprenaient pas pour les protéger. Y allí empezó a jugar la solidaridad. Los que eran capaces de recordar el número en alemán lo retenían también para sus amigos y compañeros. Bon, je vais demander à Sarah de présenter le triangle du camp. Alors, il faut que je le montre avec ma canne. Tu vas pouvoir traduire à mes côtés. Il faut que je le montre. Oui, d'accord. La canne est derrière, monsieur. Oui, merci. Merci. Derrière. Et voilà.
ça. Donc le triangle équilatéral dont on vous a parlé. Aquí está el triángulo equilateral del que os hemos hablado. La porte d'entrée, porte monumentale. La puerta de entrada monumental. La place d'appel, 100 mètres de rayon. La plaza donde se hacía la llamada, un rayo de 100 metros. Dans ce point précis, la potence, où avaient lieu les pendaisons. En este lugar, el madero donde se colgaba a la gente. Vous observez que les blocs, les baraques, sont disposés en éventail. Ici, sur la tour d'entrée, une mitrailleuse lourde qui peut prendre les baraques en enfilade. Veis que todos los barracones están en forma de semicírculo, en abanico, y en el centro está una ametralladora que puede disparar perfectamente en todos los sitios. Tout le tour, une défense de 2,70 m surmontée de fils de fer barbelés électrifiés. En el entorno, una defensa alambrada de 2,70 m de altura y electrificada. Cette barrière était précédée de chevaux de frise qu'on ne pouvait pas approcher sous peine d'être tiré à vue. Antes de la cancela estaban unos dispositivos que no se debían de traspasar bajo so pena de ser disparados. Autour, 9 miradors où se trouvaient des SS en armes et qui pouvaient éclairer la nuit le camp à Giorno. En el entorno, 9 miradores, torres de observación, desde donde la SS podía disparar, y de noche tenían focos para también observar lo que transcurría en el campo. Ici, se trouvaient les blocs de quarantaine dont je vous ai parlé. 3 blocs de quarantaine. Aquí abajo a la derecha se encontraban los bloques de cuarentena, 3 bloques. Ici, le bâtiment cellulaire, c'est-à-dire une prison dans le camp. Y aquí la cárcel de la cárcel. Là, on interrogeait les détenus. C'était généralement des détenus allemands. Allí se procedía al interrogatorio de los detenidos, principalmente de los alemanes. Ils étaient soumis à des atrocités telles que, pendus par les mains dans le dos, se désarticuler les épaules. Se les sometía a atrocidades, colgarlos con las manos atrás, lo que tenía como efecto de desconjuntar las articulaciones de los hombros. Ici, il y avait un bunker, Aquí había un un trou bunker en béton de 3 mètres de profondeur dans lequel on précipitait les détenus sans manger, sans boire pendant 3 jours et sans pouvoir s'allonger. Aquí había un búnker con 3 metros de profundidad de hormigón, donde echaban a los presos sin comer, sin beber durante 3 días. Sur la gauche, A la izquierda, ici, aquí, se trouvait ce qu'ils appelaient la pathologie, qui laisse donc penser à la médecine. En fait, dans ce bloc, de pseudo-médecins SS, mais d'authentiques assassins, procédaient à des expériences médicales. en este lugar se encontraba la Pseudo-médicales. llamada patología, que eran pseudomédicos que realmente estaban haciendo experimentos atroces. Ici, des corps étaient disséqués. Allí desecaban cuerpos, Les membres et les viscères étaient envoyés dans des instituts d'anatomie de Berlin. los miembros y las vísceras se llevaban al Instituto de Anatomía de Berlín. Sous ce bâtiment, 3 membres. Des salles froides où l'on pouvait entasser plusieurs centaines de cadavres nus dans l'attente de leur incinération. Allí 3 morgas, 3 Tanatorio. tanatorios donde se podían hacinar centenares de cuerpos
hasta su incineración. Cette zone s'appelait l'Industrie Hof, hors de la clôture. L'Industrie Hof, où se trouvaient deux fabriques. Une fabrique de chaussures pour les détenus et une menuiserie où l'on fabriquait les chalets en bois. La parte superior izquierda, esta zona había dos fábricas. Una fábrica para los zapatos, ha dicho, y otra de carpintería, para hacer las camas superpuestas. Dans ce secteur, il y avait aussi un stand de tir. Había también un campo de tiro en este lugar. C'est là qu'à l'automne 1941, après l'agression de Hitler sur l'Union soviétique, des officiers et soldats de l'armée rouge ont été abattus. Ils étaient 12 000. Es aquí donde fueron ejecutados oficiales del Ejército Rojo. Un à un. En octubre del 41 fueron 12.000 ejecuciones, Un à un. uno a uno. Le massacre dura 3 mois. La masacre duró 3 meses. Il s'effectuait la nuit et pour masquer la fusillade, de haut-parleurs diffusaient une forte musique qui empêchait tout le monde de dormir. Y para enmascarar los disparos echaban por altavoces a muy alto nivel música que no dejaba dormir. À la pointe du triangle à gauche En la punta del triángulo a la izquierda se trouvait ce que les SS appelaient la station Z. se encontraba lo que la SS llamaba la estación Z. Pourquoi? Porque Comme le Z est la dernière lettre de l'alphabet, cette station était le lieu des derniers moments des déportés. ya que la letra Z era la última letra del alfabeto alemán, eso significaba que era el último sitio de existencia del deportado. Là, il y avait un système de poulies qui permettait de pendre 4 hommes à la fois. Había un sistema de poleas que permitían colgar a 4 hombres a la vez. De plus, il y avait une rampe d'exécution où l'on tuait par balle. Había también una rampa de ejecución donde se mataba a balazos. Et les corps étaient ensuite remontés vers les fours crématoires. Il y avait une batterie de 4 fours crématoires qui fonctionnaient en permanence. Luego los cuerpos se remontaban a los hornos crematorios, una batería de 4 que funcionaban sin parar. Et si les 4 fours ne suffisaient pas, les SS faisaient appel à un four mobile appartenant à la ville d'Oranienburg. Y si no bastaba con los 4 hornos, llamaba la SS a la ciudad de Oranienburg para traer un horno móvil. Bon, je vais demander à Sarah de passer l'ensemble du site. Ahora vamos a ver una vista de conjunto. Veréis que el campo ya se enmarca en un espacio mucho más grande. El campo, veis el triángulo ahí que se ha descrito. No, basta. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux montrer? La parte que se ha descrito hasta ahora es... C'est là où des tanks américains qui avaient été capturés durant la bataille des Ardennes vers Noël 1944 furent amenés et transformés de façon à être utilisés comme armes de diversion. Es allí donde los tanques americanos capturados en Navidad de 1944 fueron traídos y utilizados para diversión. Ici,
Au fond, c'était les caternements des SS, plusieurs milliers. Le caternement des gardes. Allí arriba del todo estaba el cuartel de la SS. Ici. Unos miles. Là, un canal. Un canal. Et le long de ce canal, sur 1 kilomètre, on élève et on dresse des chiens. Allí un canal. Y a lo largo de este canal, en 1 kilómetro, se adiestran a perros. 2000 chiens. 2000 perros. Je mets chiens d'attaque, Perros de ataque, chiens policiers, perros policíacos, chiens kamikazes, perros kamikazes, chiens dressés pour attaquer les victimes aux parties génitales. perros adiestrados para atacar a las víctimas en sus partes genitales. Ici, ce carré noir n'est autre qu'une briqueterie immense. Este cuadro negro que ven en la parte inferior del plano es una inmensa fábrica de ladrillos. Une briqueterie dont Hitler avait voulu qu'elle soit la plus grande d'Europe. Quería Hitler que esa fuera la mayor de Europa. Parce que le projet d'Hitler, c'était de substituer à Berlin une nouvelle capitale pour 1000 ans. Su proyecto era sustituir Berlín por una nueva capital que iba a durar 1000 años. Cette capitale, selon Hitler et les nazis, aurait aussi été la capitale du monde. Para ellos también iba a ser la capital del mundo. À côté de cette briqueterie se trouve un stand de tir. Un stand de tir. Al lado de la fábrica de ladrillos se encuentra un campo de tiro. Et là, en 1938-39, au moment où la briqueterie fut construite, les soldats SS du stand de tir se servaient de cibles vivantes des malheureux qui travaillaient, qui roulaient des brouettes au pied de pour la construction de la briqueterie. C'était des communistes, c'était des tziganes, c'était des témoins de Jéhovah, c'était des homosexuels, c'était des asociaux. Et cela était tiré à vue par les assassins. En el 38-39, desde el campo de tiro y hacia la fábrica de ladrillo, donde ya trabajaban esclavos, gente que había sido arrestada por sus convicciones, su condición, entre ellos políticos, testigos de Jehová, homosexuales, en fin, gitanos, etc., se divertían practicando tiro con ellos. À côté, ici, se trouvait une petite fonderie où j'ai été occupé de juillet 1944 à avril 1945. Al lado se encontraba una pequeña fundición donde él mismo estuvo trabajando desde abril 44 hasta julio 45. C'est une fonderie dont il sortait 10 000 grenades anti-chars chaque jour. Una fundición de la que salían cada día 10.000 granadas anticarros. Mais nous reviendrons sur cette fonderie. Je voudrais reprendre. Christian peut s'asseoir. Je voudrais reprendre ce que fut mon chemin de croix. Nous sommes donc au camp depuis 10 jours. La quarantaine se prolonge. Elle ne va durer que 12 jours. Durant ce temps-là, qu'observons-nous? Que le drapeau nazi à croix gammée du camp de la tour A de la grande porte d'entrée est mis en berne. C'était le
3 ou le 4 février. Nous avons vite appris par nos camarades allemands, dont certains parlaient français, notamment ceux qui avaient combattu dans les brigades internationales en Espagne. La cuarentena, volvemos al inicio del relato. En la cuarentena, 10-12 días en su caso, salen y observan que la esvástica, el símbolo de la bandera nazi, está a media asta. A media asta. Y eso se produjo el 3 o 4 de febrero. C'est ainsi que nous avons appris que Hitler, l'Allemagne nazie, venait de connaître sa première défaite, après n'avoir connu qu'un enchaînement de victoires depuis septembre 1939. Es así como aprendieron que Hitler y su régimen acababan de encajar su primera derrota después de una sucesión ininterrumpida de victorias. C'est Stalingrad. Stalingrad et la reddition de von Paulus, le maréchal von Paulus. Era la derrota de Stalingrado con la rendición del mariscal von Paulus. Il capitule avec des centaines de généraux et d'officiers et des dizaines de milliers de soldats. Capitulan con centenares de generales, oficiales y miles de soldados. La capitulation a été signée le 30 janvier 1943, c'est-à-dire 10 ans, jour pour jour, après l'avènement de Hitler. La capitulación de Stalingrado se firmó el 30 de enero de 1943, exactamente 10 años día por día. 30 janvier 33. El 30 de enero de 1933, cuando asciende Hitler al poder. En apprenant cette nouvelle réconfortante, nos camarades français, toujours optimistes, ont dit « Nous serons à Noël à la maison ». Cuando aprenden esta noticia, sus camaradas franceses optimistas dicen, pues, a la vista estaremos en Navidad en casa. En fait, personne n'était à la maison le Noël suivant, ni le Noël qui a suivi encore. Pour ceux qui ont survécu, il aurait fallu attendre encore 4 mois de plus. En realidad, ninguno estuvo en casa en la siguiente Navidad, ni la otra, y hubo que esperar además 4 meses más de estos 2 ciclos. Puis, dans la plupart des camarades de notre convoi, il y avait d'ailleurs des Espagnols parmi nous, ça va sans dire, une proportion importante même de républicains espagnols. Nous avons été dirigés vers une immense usine d'aviation, d'aéronautique, où l'on construisait des bombardiers quadrimoteurs, le Heinkel 177. Luego, sigue el relato, fueron conducidos hacia una inmensa fábrica aeronáutica donde se fabricaban, junto con ellos iban bastante republicanos españoles que estuvieron presos. Y allí fabricaban el bombardero Heinkel 177. Et là, notre condition d'esclave se dessina, car, vous l'avez compris, si des centaines de milliers de déportés en provenance de tous les pays d'Europe occupés, c'était des esclaves. Ils étaient utilisés pour travailler à l'industrie de guerre, c'était là l'objectif. Allí se implantaba la esclavitud. De toda Europa, centenares de miles de esclavos fueron traídos para soportar esta industria de guerra. Il faut savoir qu'à cette époque, les pays, la surface
des pays occupés par l'Allemagne nazie était de 8 millions de kilomètres carrés, ce qui fait à peu près 20 fois la surface de l'Espagne continentale. La superficie ocupada por Alemania en aquel momento era de 8 millones de kilómetros cuadrados, lo que es más o menos 20 veces la España continental. La ligne de front à l'est s'étirait du sud de la Finlande au Caucase, qui sépare la mer Noire de la mer Caspienne. La línea de frente se extendía desde Finlandia hasta el Cáucaso, que separa el Mar Negro del Mar Caspio. Dans cette usine Henkel, où nous étions désormais, chacun eut un poste de travail. La plupart d'entre nous n'étions jamais rentrés dans une usine et n'avions aucune formation professionnelle. Esta fábrica Henkel, pues en la que entraban, les iba a suponer un reto, ya que ninguno de ellos tenía formación para ejecutar o realizar el trabajo que se le iba a confiar. La phrase que nous n'avions pas compris en entrant dans le camp, un strident fer forgé sur la grille. Arbeit macht frei. Là, nous l'avions comprise. Et signifiait le travail rend libre. La frase a la que se aludió, que estaba inscrita en la verja de entrada del campo, Arbeit macht frei, el trabajo hace libre, iba a cobrar sentido. Vous mesurez le cynisme des nazis pour avoir ainsi porté cette phrase à l'entrée d'un camp, alors que le travail à Sachsenhausen, comme dans tous les autres camps, était le principal moyen d'extermination. Ya entienden el cinismo de los nazis cuando el trabajo en realidad era en Sachsenhausen, como en todos los demás campos, un medio de exterminio. Le 12 avril 1942, Himmler, chef de la Gestapo, chef des SS, chef des Waffen-SS, chef du service de sécurité, l'homme le plus craint d'Allemagne, avait envoyé une circulaire au commandant de camp. El 12 de abril de 1942, Himmler, el jefe de la SS, de la Waffen-SS, del Servicio de Seguridad de Alemania, cursó una circular dirigida al jefe del campo de Sachsenhausen. Par cette circulaire, Himmler enjoignait au commandant de camp d'utiliser massivement les déportés à des travaux essentiellement de guerre, mais aussi des travaux de tous ordres. Et d'une façon générale, ces travaux conduisaient à la mort. Himmler avait précisé « le travail doit être erschöpfend », ce qui en allemand signifie épuisant jusqu'à la mort. Cursó en esta misiva circular la orden de hacer un uso masivo de estos trabajadores, trabajo que iba a conducir a la muerte. Dans cette usine d'aviation, même si tous les postes de travail n'étaient pas éreintants, il faut comprendre que la mort était en marche, car il faut conjuguer le travail avec les conditions de vie qui nous étaient faites au camp. Si en algunos casos el trabajo en sí no era agotador, si conjugado con las condiciones de vida en el campo se convertía en algo mortal. Quelles étaient ces conditions? Brièvement rapportées
ça appellerait un long développement. Nous Estas n'avons pas le... condiciones requerirían un largo desarrollo. D'abord, la faim que nous ne connaissions pas. Nous avons eu, comme vous peut-être, quelquefois, le ventre creux pour avoir loupé un repas. Mais là, c'était la faim permanente. Primero, el hambre que no conocían hasta haber sido conducidos a los campos. Quizá igual que vosotros, a lo máximo quizás habían conocido perder una comida, pero ahora era el hambre permanente. Une faim obsédante, lancinante, qui entraînait une perte de poids considérable. Certains ont perdu un tiers de leur poids, j'étais de ceux-là. Certains ont perdu la moitié de leur poids et ils devaient continuer à travailler. Un hambre obsesivo que resultaba en pérdida de peso. Algunos perdieron la tercera parte de su peso, es el caso de Guy Chatelier, algunos la mitad de su peso y aún así tenían que seguir trabajando. Il faut expliquer que la déchéance physique fut le fait de pratiquement tous les détenus. Une déchéance physique qui, au fil des mois, allait conduire à la mort, à compter d'ailleurs que les SS avaient estimé que d'une façon générale, la durée de vie d'un déporté dans un camp ne devait pas excéder 9 mois. Este decaimiento físico fue estudiado por la propia SS, que calculó que la vida de un deportado esclavo en los campos no debía de durar más de 9 meses. Peut-être que Sarah pourrait passer l'image sur la portion. Sur la portion, le morceau de pain. El dibujo del... Là. Alors ceci, c'est un dessin. C'est un dessin que j'ai fait avec d'autres, vous allez voir tout à l'heure, à mon retour. Esto es un dibujo que hice junto con otros que van a ver más adelante, inmediatamente a la vuelta del campo de concentración. Les souvenirs étaient donc très précis. Sus Comme vous recuerdos le eran... voyez, cette gravure représente ce qu'était la ration quotidienne d'un déporté. Un morceau de pain, d'un pain noir, d'un pain visqueux, d'un pain lourd, qui était affreux, mais précieux parce que le seul. Esto representa pues lo que era la ración diaria del preso. El pan negro, viscoso, pero precioso, porque en ello iba la vida. Et enfin, une gamelle de soupe qui était servie à midi. Cette soupe était composée de légumes que l'on donne généralement aux bestiaux et des racines, des tubercules qui nageaient. La seule vertu de cette soupe, c'était d'être chaude, mais elle ne nourrissait pas. Elle ne pouvait pas nourrir. Pas de glucides, pas de protéines, pas de vitamines. Tout concourait au délabrement physique. Luego una sopa en el cuenco hecha a base de raíces que no tenía elementos nutritivos, faltaban proteínas, faltaban glúcidos, faltaban vitaminas, no nutría esta sopa. Il peut passer la tête de déporté. ¿A qué ha dicho? No me he enterado. Que su única virtud La era que tête de estaba caliente. Su única virtud, eso era ser servida caliente.
¿Se escucha esto? No, no. Hay que darla abajo, no Pero se escucha bien, se oye bien. Tu peux l'avoir la tête. Laquelle? La cabeza es importante. Voilà. Voilà à quoi conduisaient les conditions de vie dans les camps avant de mourir. C'était la maigreur. Ce visage n'a rien d'exceptionnel. C'était le visage classique du déporté, amaigri, affaibli, et qui faisait effort pour survivre. Vous observerez que dans le regard de ce jeune déporté, un vieillard de 30 ans, vous voyez ce regard d'épouvante, car le climat de terreur, les cris, Hay una traducción. Este rostro es el rostro no excepcional, sino habitual del detenido del campo de concentración. Y pueden observar, aparte de su flaqueza, la mirada aterrorizada. Y negra. à cette maigreur cadavérique, malgré laquelle il fallait travailler sous les coups et les hurlements, il faut aussi savoir ce qu'étaient les conditions d'hygiène. Revenons au camp. Il est 4h30 du matin. Nous sommes dans les blocs où se trouvent des chalits en bois. Des chalits de 3 étages. 4h30, tu peux déjà expliquer? Después de haber descrito esta situación, ahora vamos a hablar de las condiciones higiénicas. Pensad que estáis dentro del barracón, son las 4:30 de la madrugada y hay unas literas de madera, donde cada uno... Et là, à 4h30, A las 4:30, arriba. c'était le lever. Le premier coup était porté sur un chalit en bois. El primer golpe iba a la litera. Les autres coups qui allaient suivre allaient s'abattre sur les têtes et les épaules des malheureux à peine réveillés. Los demás golpes iban a las cabezas y a los hombros de estos pobrecitos que se acababan de despertar. Nous sommes ensuite précipités vers le Washraum. Le Washraum, c'est la salle d'eau où l'on est censé pouvoir se laver. Luego les conducen hacia el Washroom, donde se supone que se iban a lavar. En réalité, il y a 20 robinets. 20 robinets d'eau froide pour 400 hommes. Lo cierto es que hay 20 grifos de agua fría para 400 hombres. Quelques hommes pourront se jeter une brassée d'eau au visage. Les autres n'atteindront pas l'eau, malgré les bagarres. Algunos conseguirán al paso echarse algo de agua a la cara, los demás no lo alcanzarán a pesar de las peleas. Ni serviette, ni savon. Il s'ensuit que nous vivions dans la crasse Ni, et la puanteur. ni toalla ni jabón, por supuesto vivían en una suciedad apestosa. Et pourtant, sur les murs du bâtiment, il y avait des pancartes vertueuses. Soit sei immer sauber, soit toujours propre. Sin embargo, en las paredes había unos paneles con esloganes virtuosos. Sé siempre limpio. Et une autre, du même gabarit, montrait un pouls. Un Laos, un tot, un pouls d'abord. Y otro del mismo tamaño enseñaba un piojo y decía, un piojo tu muerte. Or, les poux pullulaient. Ils pullulaient sur nos vêtements, ils pullulaient sur notre corps, nous étions harcelés par les poux. Los piojos estaban en todas partes, estaban en los cuerpos, estaban en los objetos. Si bien que la nuit,
sur nos paillasses, chichement rembourrés de gros copeaux de bois, où grouillait une vermine. Por la noche costaba lo indecible descansar. Estaban puestos encima de paja donde abundaban bichos de todo tipo que pues pinchaban. De plus, en raison directe de la carence alimentaire, nous avions des maladies thermiques, des dartres, où le sang affluait et où les poux se portaient. Debido a la falta de higiene, sufrían todos de enfermedades de la piel, de Dart, ¿no? La sarna, ¿no? Sarna, La gale. La gale, exactement ça, la gale. sarna, Die Grenze en allemand. supurentas, fluía la sangre Y los bichos. y los bichos iban a la sangre. Vous imaginez, avec des conditions de sommeil semblables, ce que pouvaient être les êtres. Ils étaient ivres de sommeil. Pueden imaginar en qué condiciones iban a trabajar, sin poder descansar realmente, borrachos de sueño. C'est vous dire l'effort qu'il fallait faire chaque jour pour survivre. Et 71 ans après, je m'interroge encore sur les conditions qui ont permis à certains d'entre nous de survivre à cet enfer. 71 años después todavía se preguntan cómo pudieron sobrevivir a este infierno. Bon, comme le temps nous presse, nous allons brûler les étapes dans ce commando Henkel. Un bombardement aussi soudain que violent, à 2 heures d'après-midi, se produit le 18 avril 1944. Les installations industrielles sont détruites, incendiées. Il y a 600 morts parmi les déportés. 18 avril 1944. Le 18 de abril 1944 se produce un bombardeo a las 2 de la tarde y a consecuencia de este bombardeo 600 personas mueren. De sorte que le camp allait progressivement se vider de sa population puisque il n'y avait plus de moyens d'y travailler. También olvidé decir, es importante, que la instalación industrial fue destruida y por carecer ya de sentido, el campo, la zona de trabajo se iba a vaciar de su población. Donc certains allaient partir en convoi vers des commandos d'autres grands camps, comme Mauthausen, nous en reparlerons, comme Dachau, comme Buchenwald, comme Neuengamme, comme Grossrosen, mais aussi d'autres furent conduits dans des commandos dépendant du camp Sachsenhausen. Je vous ai indiqué tout à l'heure la position de la censure. Y carencia de memoria. Estos grupos que fueron retirados del complejo industrial fueron dirigidos hacia nuevos campos de detención y de trabajo como Mauthausen, Dachau, Buchenwald y Grandhausen, etc. Me perdonen los que sepan el nombre exacto. Je vous ai donc montré où se trouvait la fonderie où j'ai été occupé de juillet 1944 à avril 1945. Les conditions de travail étaient différentes, mais tout aussi meurtrières. Ya les indicó el lugar donde él estuvo ocupado,
a partir de julio 44 hasta abril 45, un trabajo diferente, una fundición, pero igual de mortífero. Une chaleur étouffante et une déperdition de sels minéraux importante qui n'était pas compensée. Le soir, nous travaillions simplement avec une chemise, une petite chemise rayée, parfois le corps nu. Et le soir, ces chemises étaient raides du sel qu'elles contenaient. C'est vous dire la perte minérale qui était la nôtre et qui n'était pas compensée. Trabajaban, pueden ver este dibujo también realizado por Guichateña a la vuelta, ante los hornos con una camisa fina, a veces desnudos, y esta ropa cuando llegaba por la noche se había llenado de las sales que expulsaba el sudor del cuerpo y se ponía rígida al secar. Le 10 avril 1945, un bombardement plus violent encore, avec l'emploi de bombes explosives et aussi de nombreuses bombes incendiaires. Este 10 de abril de 1945 se produce otro bombardeo, este mucho más duro, con bombas incendiarias y otro tipo de bomba que he olvidado. Je me représente encore les corps calcinés des camarades qui avaient été atteints par une bombe incendiaire et dont les corps étaient ramenés à 60 cm, arqués. C'était ce que l'on rencontrait sur le champ de ce commando Klinker le 10 avril 1941. Este 10 de abril todavía... 45. Este 10 de abril del 45 todavía recuerda a los cuerpos de sus compañeros calcinados por las bombas incendiarias, reducidos a un tamaño de 60 centímetros en forma de arco. Et comme un an plus tôt, le commando fut évacué puisque les installations étaient détruites. Et nous fûmes Que se produjo un año antes, al carecer ya de uso la fundición, nuevamente se evacúa a los presos. Nous avons donc été repliés au camp où se trouvaient concentrés plus de 30 000 détenus qui étaient repliés des camps de l'Est sous l'avance des soviétiques. Se les lleva nuevamente al campo central, el campo triangular, donde están hacinados 30.000 detenidos, algunos viniendo del frente del este. Nous sommes en mi-avril 1945, mais durant l'hiver 44-45, la population avait dépassé 40 000. Et là, les essais décidèrent d'exterminer à Sachsenhausen, à la station Z, près de 10 000 détenus. D'autres furent envoyés vers l'affreux camp de Mauthausen où ils connurent un sort semblable. En el invierno del 44-45 llegó a alcanzar la población de Sachsenhausen 40.000 detenidos. Sobraba gente, entonces la solución fue sencilla, eliminar a 10.000 de ellos para que se quedara la cifra en 30.000. C'était le temps de la fin. L'armée rouge commençait d'investir Berlin, ayant lancé son attaque le 16 avril avec 220 divisions. El 16 de abril el ejército rojo con 220 divisiones inicia la ofensiva. Les soviétiques disposaient de 22 000 canons et bouches à feu pour attaquer Berlin. Disponían los soviéticos de 22.000 cañones disparando constantemente. Et cette canonnade, nous l'entendions, elle se rapprochait chaque jour. Estos cañonazos se oían, se iban acercando día a día.
Au camp, c'était une atmosphère de fin de règne, la jungle, plus de discipline, des bagarres, des vols. En el campo era una atmósfera de desorden, de descontrol, había peleas, la jungla lo ha calificado. Les SS, sentant s'approcher les soviétiques, étaient chaque jour de plus furieux, plus en plus furieux, de plus en plus nerveux et de plus en plus meurtriers. La SS que sentía acercarse a los soviéticos, a los rusos, pues eran cada día más furibundos, más violentos, más sádicos. Le samedi 21 avril, branle-bas dans le camp. Tout le monde sur la place d'appel, c'était l'évacuation. L'évacuation qui était inévitable. El sábado 21 de abril se junta todo el mundo en la gran plaza y se prepara la evacuación, que ya se había hecho inevitable. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que Himmler, toujours Himmler, avait le 14 avril envoyé aux commandants des camps qui n'avaient pas encore été évacués l'ordre suivant, qui tenait en 10 mots. Évacuation immédiate. Pas question de libération. Aucun détenu ne doit tomber vivant entre les mains de l'ennemi. El 14 de abril, Himmler de nuevo de nuevo cursa una orden de evacuar el campo. Immédiate. Ninguno de los detenidos tiene que caer vivo en manos del enemigo. Et la marche commence. Nous sommes sortis du camp avec une maigre ration de pain, un bout de saucisson ersatz, et sur rang de 5, et par colonne de 500, nous sommes sortis du camp. Nation après nation. Les Polonais, les Russes et les Tchèques en premier, les Français étaient les derniers, suivi des témoins de Jéhovah, dont nous reparlerons. Se inicia la evacuación del campo, de 5 en 5, en cada rango, pelotones de 500 personas van saliendo por poblaciones. Los polacos, los rusos y los checos inician la marcha, la cierran los franceses y detrás de los franceses los testigos de Jehová. Vous comprenez aisément que cette marche ne pouvait être que meurtrière car elle concernait des êtres amaigris, affaiblis, soumis à la terreur, malades. Et c'est cela qu'on lançait sur les routes encadrées par les SS et leurs chiens. Entenderán que esta marcha va a ser mortífera, ya que la llevan a cabo seres debilitados, flacos, enfermos y empujados por la SS y sus perros. Tous étaient rompus, à bout de force, abrutis de fatigue, et nombreux étaient ceux qui marchaient en se tenant épaule contre épaule pour avancer. Todos están agotados, atontados por el cansancio y último remedio apoyarse los unos en los otros para seguir avanzando. Le premier soir, je n'ai pas observé de mort dans notre colonne, mais dès le lendemain matin, alors que nous avions couché dehors sous la pluie, nous avons repris la marche. Et là, les morts furent déjà nombreux, car tous ceux, et ils étaient nombreux, qui ne pouvaient pas avancer à la cadence, reculaient dans les rangs. Et lorsqu'ils atteignaient le dernier rang, ils étaient abattus par 2 SS qui avaient constamment
pistolet dégainé, balle dans la nuque ou balle dans la bouche. El primer día no observó muertos, pero ya al segundo día empezaron a caer gente agotada que iban retrocediendo en los rangos debido al cansancio. Cuando llegaban al final, les esperaba la SS que les pegaba un tiro en la nuca. Cette situation allait durer 12 jours pour les survivants, car nombreux sont morts dont les cadavres n'étaient plus décharnés sur le côté comme au début, mais maintenus sur la chaussée. Si bien que lorsque nous avancions, nous enjambions les cadavres de nos camarades des colonnes précédentes. Los que sobrevivieron tuvieron que aguantar 12 días y a lo largo de estos 12 días iban pasando encima de los cadáveres de los camaradas, de los amigos que iban cayendo. Cette situation dura 10 jours. Sur les 30 000 qui étaient partis, 11 000 sont morts, dont on s'interroge encore sur les conditions qui ont pu permettre à ces êtres affamés, écrasés, de pouvoir tenir à raison de 19 000 sur 30 000. Après une brève halte dans un bois, où nous avons laissé des cadavres, où il y eut des cas d'anthropophagie, la route reprit le dimanche 29 avril dans les mêmes conditions. Salieron 30.000, llegaron 19.000, pueden hacer las cuentas, pues 11.000 cayeron en el camino. Hicieron una parada el día 29 de abril en un bosque que se llama Beló, del que va a hablar ahora. Et le 2 avril, plus exactement le 1er avril, nous avions observé que les SS étaient de moins en moins nombreux. Ils s'esquivaient dans la nature. Ils songeaient à sauver leur peau. Néanmoins, la marche prolongeait. Et nous avons compris que cette fuite des SS était liée à l'annonce qu'ils avaient connue par radio de la mort, du suicide de Hitler dans son bunker à Hitler le 30 avril. Le 1er avril, ils avaient connaissance de cet acte. Ça commençait à être la débandade. El día 1 de abril observaron cómo se hacían ya cada vez menos los miembros de la SS. Y ya supieron más tarde por qué. El día 30 de abril, el día anterior, el día 30 de abril, el día de 30 de abril se había suicidado Hitler y la SS lo supo por la radio y empezaban a quitarse del medio. Et le 2 avril, en fin d'après-midi, il n'y avait plus de garde. Nous avons avancé vers une ville qui s'appelle Schwerin, une fort belle ville, où les Américains et les Russes avaient fait leur jonction. Mais nous n'avons été libérés ni par les Américains ni par les Russes, nous nous sommes retrouvés seuls, libres. El 2 de abril ya no quedaba SS. Llegaron a una ciudad bella, Schwerin, donde los dos frentes se habían unido, americanos y rusos. No fueron liberados. Se encontraron libres por ausencia de sus guardias. Certains ne furent libérés que le 3, le 4 et même le 5 mai. Lorsque nous nous sommes retrouvés libres, il n'y eut aucune manifestation de joie, aucune embrassade. Nous étions tous habités par le spectacle des heures précédentes
où nous avions observé les visages de nos camarades morts, qui étaient morts à quelques heures, voire quelques minutes de leur libération. La liberación de este modo se produjo los días 3, 4 y 5, pero cuando tuvieron conciencia de estar libre no hubo muestras de alegría ni de abrazos, porque todavía tenían en la retina, en los corazones, la muerte muy reciente de amigos, camaradas que habían andado con ellos esta marcha de la muerte. Elle a passé sous la marque des dessins. Oui. Très bien. Vous avez retenu l'ordre de Himmler: aucun détenu ne doit tomber vivant entre les mains de l'ennemi. Quel était l'objectif des SS en nous dirigeant vers le nord-nord-ouest, vers la mer Baltique? Recordáis que Himmler había cursado la orden que ningún detenido tenía que caer vivo a manos del enemigo. ¿Cuál era su objetivo al conducir a toda esta gente hacia el norte-noroeste? La Baltique. El mar Báltico. Exactement. Eh bien, l'objectif, c'était de nous conduire au port de Lübeck, où des bateaux avaient été rassemblés et où les détenus devaient monter. Et c'est ce qui s'est produit le 3 mai. Nous étions déjà libres le 2 mai. Et nous étions à 80 km de Lübeck. Et à Lübeck, le 3 mai, s'est produit le plus grand drame, la plus grande tragédie navale de tous les temps. Les SS ont fait embarquer des milliers et des milliers de déportés sur des bateaux. Ces bateaux ont été lancés hors de la rade, avec des pavillons nazis en proue, en poupe. Donc ces bateaux étaient volontairement exposés au mitraillage et au bombardement de l'aviation américaine et anglaise qui étaient maîtresses du ciel. El 3 de mayo, algunos detenidos ya habían llegado a Lübeck. Embarcaron a miles de detenidos en los barcos y señalaron muy claramente que estos barcos eran de la SS, con las esvásticas, de tal modo que estos barcos se convirtieron en dianas para los bombarderos americanos e ingleses que dominaban por aquel entonces el cielo, y fueron bombardeados. Et c'est ainsi que près de 7000 déportés de 19 nationalités ont sombré dans les eaux glacées de la mer Baltique, les bateaux ayant été bombardés, incendiés, éventrés. Les déportés qui se trouvaient dans les bateaux les plus proches de la côte se sont jetés à l'eau, ont tenté de nager, s'avançant dans une eau à 4 degrés. Mais il y avait de petites embarcations où se trouvaient des SS, des gens de la Kriegsmarine, la marine de guerre, et aussi des Hitlerjugend. Et ces gens-là, à coups de rame, tuaient les camarades qui tentaient de rejoindre la rive. Los barcos reventaron, fuego a bordo. Fueron 7000 personas que iban a morir. Algunos consiguieron salir del barco en las aguas gélidas, 4 grados tan solo. Y fuera les esperaban la SS, gente de la Kriegsmarine, de la Juventudes Hitleriana, y a golpe de culata les iban hundiendo en el agua. Que tout normalement,
dans cette boîte, il y a un savon. y que normalmente en esta caja hay un jabón. Mais ce savon a une particularité macabre. Pero este jabón tiene una particularidad macabra. Le 8 mai 1945, El 8 de mayo de nous étions 1945 libérés nos liberaron et nous étions à la caserne Adolf Hitler, rassemblés avant le rapatriement. en el sitio en el que Adolfo Hitler los juntaba antes de repatriarlos. Voilà. Et nous avons, ce jour-là, tenu un rassemblement. Hicimos una asamblea, una reunión. Et un rassemblement d'émotions. Et nous Muy avons, emocionante. nous avons déjà pris l'engagement de raconter, de Ya témoigner. habían tomado la decisión de contar este testimonio. À côté de moi, en tenue rayée, il y avait un camarade de mon âge Al lado de él también, con una que je ne vestimenta de raya, connaissais pas. tenía un compañero que no On parlait. conocía. Il venait de notre camp, le camp Venía de de otro. Grossrosen. Venía de Hosen, no sé decirlo, lo siento. De otro Et campo. il m'a dit, tiens, je vais te montrer quelque chose. Et il sort, Voy a enseñarte algo. de sa poche Y sacó de su un bolsillo morceau de savon. un trocito de jabón. Je lui dis, vous aviez de la chance à Grossrosen, parce que je n'avais plus de savon, je n'avais pas vu un morceau de savon depuis 28 mois. Pues teníais mucha suerte en ese campo de concentración, porque yo desde hacía 28 meses no teníamos jabón. Oui, mais il me dit, attention, Pero, ce morceau de savon a été réalisé avec de la graisse humaine. pero este jabón ha sido realizado con grasa humana. Ça veut dire que des déportés qui avaient été fraîchement arrêtés et qui avaient encore quelques lambeaux de graisse Algunos que acababan de ser detenidos y que tenían un poquito de grasa ont été tués, dépecés. lo habían asesinado y le habían quitado la grasa, ¿no? Cette graisse, Y esa grasa, par le mécanisme de saponification, Por el avec mécanisme. la potasse ou de la soude, a donné du savon. con potasio, con soda o con... C'est un symbole de la monstruosité nazie et de la barbarie. Lo habían saponificado, que ya os contará vuestro profesor de ciencia cómo es, que lo habréis hecho, y que eso es representativo del horror humano que se ha podido alcanzar en esos campos de concentración. Pues muchísimas gracias. Un aplauso. Claudia. Nous sommes des élèves de terminale. Nous voulons vous remercier au nom des élèves du lycée Pablo Picasso d'être ici pour nous parler sur votre expérience. Tu comprends? Depuis l'année dernière, nous avions très envie de vous connaître et nous avons beaucoup appris avec vos explications. Chaque jour, on apprend beaucoup de choses en cours, mais cette expérience, c'est sûr que nous n'allons jamais l'oublier. Merci beaucoup, Betsy. Je vous remercie pour trois choses et vous complimente. D'abord par la qualité de votre message. Ensuite, pour votre grâce naturelle. Et enfin, par la preuve que vous me donnez que vous êtes acquise à la cause de la mémoire, de la résistance et de la déportation. Et de cela, je vous félicite. Que vous vous souvenez de nous lorsque vous voyagez à Bordeaux, c'est un tableau? Non, il dit que c'est un tableau de Picasso. On pouvait le faire, vous méritez ça et plus. Et c'est un petit cadeau, vous pouvez l'ouvrir. On vous aide, monsieur? Je vous l'ouvre. Je l'ouvre. Par où? Allez, on va voir. Oui, vous traduisez, je vous prie, ces derniers mots. Nous tenons pour primordial que les jeunes générations soient informées de cette monstruosité
Dice que tiene mucha importancia para él que las nuevas generaciones sean informadas de esta atrocidad. Qui n'a eu aucun précédent dans l'histoire. Que no ha tenido ningún precedente nunca en la historia. Ces témoignages devraient leur permettre d'avoir un meilleur discernement du bien et du mal. Dice que con eso tenéis que discernir mejor, saber distinguir mejor entre el bien y el mal. Et ainsi d'être mieux armés pour résister au retour de ce passé odieux. Y estar mejor formados y mejor armados para resistir cualquier vuelta de ese pasado odioso. C'est sublime. Sublime. Mira, No quiero dejar de agradecer el enorme esfuerzo que ha puesto Cristian Chatenier y Sara, sobre todo Cristian, porque nos ha permitido disfrutar y poder sacarle todo el partido posible a esta charla. Muchas gracias, Cristian. Ahí te leo. para que lo sepan los alumnos. Accordez-moi, je vous prie, un privilège à un homme en fin de vie, celui de vous embrasser. Dame el privilegio de poder besaros, directora. Dice que le dé el privilegio, le otorgue el privilegio de a un hombre en el fin de su vida de darme un beso. Por supuesto que sí, y por supuesto que yo se lo doy también en vuestro nombre y en nombre de todo el centro. Ce que je voulais ajouter, j'allais l'oublier. Les questions ont été peu nombreuses, parce que nous n'avions pas le temps. Alors ce que je propose, voilà, ce que je propose, c'est que ceux de ces jeunes gens qui voudraient poser une question ou qui n'ont pas pu la poser aujourd'hui, une question écrite, que la professeure regroupera, transmettra à Christian, la traduction sera faite, et je m'engage solennellement à faire une réponse véridique et authentique à chacune d'elles. Très bien, merci beaucoup. On vous remercie aussi par ça. Él dice que como ha habido poco tiempo para hacer preguntas y cree que es importante, y algunos de vosotros seguro que os habéis quedado con ganas de saber algo más, que él se compromete a contestar a quien quiera preguntarle por escrito y que se lo pasamos a través de Maika y se lo hacemos llegar a la familia para que él pueda contestarnos personalmente. Muchísimas gracias, beaucoup, je vous remercie une autre fois et je vais lire ce qu'on dit ici. Comment? On va lire. Oui, s'il vous plaît. C'est une céramique de Triana, c'est de Sevilla, c'est fait ici. Et ça dit. En español, Alicia. Es una cerámica, c'est pour lui, es una cerámica de Triana, es típica de aquí de Sevilla y esto lo hacemos aquí, no en otro sitio. El guía es Pablo Picasso a el señor Guy Chatenier en agradecimiento por su valioso e incansable testimonio. Ha sido un honor contar con su presencia en nuestro centro. En Sevilla. ¿No podré llevar una pobre en mi equipaje? Una pobre botella de manzanilla. Pues se la toma aquí. Pero en mi viejo corazón. Dale un micrófono, Alicia. Acompañará el recuerdo de la calidad de vuestra escucha, la madurez de vuestras preguntas y también las hermosas sonrisas de simpáticos chicos y chicas y en fin las risas de jóvenes libres. Será mi sol de Andalucía.